Bonjour à tous, je suis Jonathan Simon-Selem, l'auteur entre autres de l'ouvrage Les vrais protocoles des sages de Sion, l'intégrale du premier congressionniste et les morceaux choisis des deuxième jusqu'au sixième congressionniste, publié en français pour la première fois, annoté en avril 2020, avec comme préface l'excellent Gilles-William Goldnadel. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous du judaïsme algérien et de ce à quoi il ressemblait à l'aube du XXe siècle, précisément en faire la description telle qu'elle fut donnée le 29 août 1897 par Jacques Bahar. Alors Jacques Bahar, c'est une personnalité très peu connue, même parmi nos frères sionistes. C'est un journaliste qui a grandi, qui a passé une grande partie de sa vie en Algérie, et il est invité par Théodore Herzl à venir donner son impression sur le judaïsme algérien, sur la base de ce qu'il connaît, lors du premier congressionniste. L'objectif, c'est de montrer la situation politique et sanitaire, principalement des Juifs d'Algérie à l'époque. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Jacques Bahar n'est pas sioniste à ce moment-là. Jacques Bahar pense que les Juifs doivent rester vivre à travers le monde, à travers les nations, et comme il le dit, pour leur propre salut et dans le propre intérêt de ceux qui les y ont accueillis. Donc ça, c'était jusqu'en juillet 1897, parce que en août 1897, il est au congressionniste, il devient sioniste, un fervent sioniste. Théodore Herzl va même s'inspirer, mais de manière incroyable, dans son livre Altenland, de textes de Jacques Bahar qui ne sont plus aujourd'hui publiés, et j'espère qu'on pourra le faire dans les mois à venir, dont un de ces textes est délicieux qui s'appelle L'antigoïsmation, qui est un texte, un petit bijou, très très drôle, très bien écrit, et qui fait une analogie de l'affaire Dreyfus, si elle avait lieu 100 ans plus tard en Israël, dans un État juif, ce qui est à l'époque une utopie, je vous rappelle. Et donc c'est très très drôle, et je vous dis, Théodore Herzl s'en inspire très largement. Donc je vais vous lire ce texte de Bahar, qui a été prononcé en allemand, parce que lors du premier congressionniste, la quasi-totalité des délégués des Juifs du monde entier parlaient allemand. C'était la coutume. Et le texte est bien entendu traduit, adapté, annoté en français dans cet ouvrage. Il est très court, il fait 3 pages, donc il y en a juste pour quelques minutes, et je choisis certains extraits. Les Juifs algériens sont principalement les descendants de Juifs venus d'Espagne, Juifs que les Espagnols ont vendus en tant qu'esclaves au bey d'Alger, après un passage par la Turquie avec Isabelle la catholique. Comment un ancien esclave se transforme-t-il en homme libre? Nous avons vu en 1870, après leur émancipation, qu'ils n'étaient malheureusement que trop mal préparés, pour ne pas dire écrasés par le poids de tant d'années de servitude. Les Juifs courbaient le dos sous le poids de siècles de servitude et de dédain. Malgré cela, si cette constatation constitue la simple vérité, elle permet pareillement de montrer les progrès de géants effectués par la génération juive algérienne actuelle. En France, lorsqu'au milieu de la guerre de 1870, l'Assemblée nationale est élue, Gambetta et Crémieux furent déclarés membres du gouvernement de la Défense nationale. Gambetta craignait à juste titre l'émergence d'une majorité monarchiste hostile, et il fit part de ses craintes à Crémieux. Ce dernier n'a rien trouvé de mieux qu'une seule solution, c'est-à-dire d'augmenter le nombre d'électeurs dans certains districts, ce qui, conformément à la loi électorale, entraînerait une augmentation du nombre des délégués. Il lui proposa donc de faire de tous les juifs algériens des citoyens français et arrangea les choses, ce qui était assez facile, afin que les Juifs votent pour leur libérateur républicain. Et il faut dire que les Arabes n'avaient rien contre ce schéma, et s'étaient même exprimés d'ailleurs résolument en faveur de ce schéma dans une enquête préalable, dont les documents signés à ce sujet existent encore. On parle de 1897, mais ces documents existent et sont consignés en France, encore en 2020. Mais les chrétiens ont continué d'évoluer dans leur politique, et ont rejoint le parti d'opposition radical qui est apparu entre-temps. Nous ne devons pas oublier que toutes les possessions françaises en dehors de l'Europe ne sont rien de plus que des colonies dirigées par des hauts fonctionnaires, et que seuls ceux qui sont en règle avec le gouvernement seront nommés fonctionnaires et recevront une promotion dans le service. Et comme les Juifs étaient devenus, à cause des députés qu'ils ont élus, les chouchous du gouvernement,
il est arrivé qu'ils finissent à contrôler les bureaux du gouvernement français en Algérie et par conséquent, ils contrôlaient les Français immigrés et nés dans leur propre pays. D'abord, on railla les Juifs, puis on se mit à les détester, on reprocha leur cupidité. La nouvelle génération se sentit humiliée et tourna le dos au commerce. Ils pensaient que pour regagner l'estime des chrétiens, ils allaient épouser leurs méthodes, les copier, leur ressembler. Et comme les chrétiens étaient fonctionnaires, que firent les Juifs peu politisés? Ils se servirent de leur influence pour devenir eux-mêmes fonctionnaires. Ils jetaient ainsi de l'huile sur le feu qui flamba d'autant mieux que les chrétiens n'arrivaient pas à la cheville, professionnellement parlant, des Juifs. L'Arabe, pressé par tous les fonctionnaires pour son dernier sou, pour l'impôt, courut directement vers le Juif qui connaissait à merveille sa langue, la langue arabe, et avec qui il pouvait au moins traiter et dont il pouvait parfois même obtenir justice. Jusqu'en 1890, la gouvernance de l'Algérie était dans le don des députés, eux-mêmes dépendants des Juifs. Mais c'est à cette époque que le gouverneur actuel, Cambon, on parle de Jules Cambon, qui lui visait l'autocratie, arriva. Cambon était très ambitieux. Il fallut se débarrasser des députés afin d'y placer ses hommes, et même si le gouvernement qu'il avait nommé soutenait des députés qu'il haïssait personnellement. Il se retrouva donc bloqué car il ne put s'en prendre à ses ennemis sous peine de se ridiculiser et de ridiculiser le gouvernement lui-même. Il contourna la chose en lançant une campagne de propagande sans fondement, non contre eux, mais contre leurs principaux soutiens. En payant de fausses accusations, il les fit arrêter et condamner. Cambon acquit le pouvoir autocratique qu'il recherchait et dont il jouit jusqu'à aujourd'hui, donc août 1897. Voici l'histoire encore non écrite de ce qu'on nomme les dents de lait politiques des Juifs algériens. Il y eut bientôt de nouvelles élections en Algérie et des émeutes furent organisées pour désolidariser les Juifs à la manière dont Cambon imaginait sa politique, divisée pour mieux régner, avec les Juifs bien entendu tabassés. Les choses ont empiré au cours des 4 dernières années, donc 1893-1897. L'ajout du fanatisme des chrétiens espagnols et de leurs prêtres rendant très improbable un assouplissement de la situation. Le catholicisme, la chrétienté à l'époque était très dure à l'égard des Juifs. Et si l'on y ajoute la description que je viens de décrire, alors il est ardu de prévoir un avenir immédiat meilleur pour les Juifs. Cependant, tempère Jacques Bahar, selon moi, il ne faut pas trop prendre au sérieux les actes de malveillance de la part des Arabes. L'Arabe n'est pas jaloux des Juifs, car il ne souhaite pas devenir français, et il méprise ceux de ses propres frères qui ont accepté de se naturaliser. On en tire aujourd'hui les conséquences que l'on veut avec la situation actuelle et des 100 dernières années. Cela devient alors assez logique pour ceux qui savent que chez les Mahométans, c'était le terme utilisé à l'époque, la religion, les lois civiles et pénales forment un tout et que renoncer à une part de cet ensemble est perçu comme une apostasie totale. Les Arabes pensent que c'est aussi le cas chez nous, les Juifs, et ils accordent peu d'attention aux Juifs, ce qui est, soit dit en passant, faux. Les Juifs ne considèrent pas ça comme extrêmement important. Le système juif n'est pas un système politique. Ils pensent, s'il est facile d'inciter les Arabes contre les Juifs, c'est uniquement parce qu'ils considèrent ces attaques comme les prémices du massacre à venir des chrétiens dont ils ont soif depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les émeutes ont débuté contre les Juifs. Les Juifs toujours en amont des émeutes. L'Algérie compte à ce jour, en 1897, 45 000 Juifs. Et au moins 30 000 d'entre eux vivent dans une misère déplorable. La race est extrêmement intelligente, très sensible à l'éducation, et offre des exemples de charmantes femmes en vivacité et en beauté. Les hommes sont puissants et plutôt élégants. En Algérie, un seul juif vient à bout de 3 chrétiens vigoureux. Ils le savent, et les chrétiens préfèrent appeler 2000 arabes contre 100 juifs, comme ils l'ont d'ailleurs fait à Tlemcen. Certains juifs détiennent de grandes richesses et payent volontiers et sans modération leurs impôts. Mais en milieu hostile, personne n'a besoin d'apprendre aux juifs comment se défendre. L'ancienne génération disparaît, la jeune génération a parfois déjà montré sa capacité à agir noblement et avec compétence politique. Je crois que le mouvement sioniste trouvera un accueil joyeux en Algérie et signifiera une rédemption pour nos frères bien-aimés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas la moindre idée de ce que signifie le mot sionisme.
Voilà à quoi ressemblait la situation des Juifs d'Algérie. On le voit, une situation très compliquée. Ils étaient 45 000 à l'époque, ils sont zéro aujourd'hui. Il faut dire que dès que l'État d'Israël a été créé, ils ont été chassés. Ils n'ont jamais, bien sûr, reçu la moindre rente, la moindre pension, le moindre pardon, la moindre excuse de la part de l'Algérie, ni de aucun pays arabe. Donc le droit au retour des Juifs, s'il devait exister, coûterait très cher aux pays arabes, mais on n'en est pas là. Et puis c'est pas le sujet de cette vidéo d'histoire. On retient juste que les Juifs sont arrivés en Algérie en tant qu'esclaves, vendus au bey d'Alger, donc le bey c'est le gouverneur, le maire d'Alger. On retient que Jacques Barre est devenu ensuite un nom très important dans le sionisme. Et on retient que la situation des Juifs en Algérie était pas facile à l'époque, que les Français ne l'ont malgré tout pas facilité, que Jules Cambon n'a pas été l'ami des Juifs, il a été détestable envers les Juifs, que le décret Crémieux a été voté afin de donner plus de pouvoir à son parti politique et non pas pour faire plaisir aux Juifs. On retient donc tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle l'ouvrage Les vrais protocoles des sages de Sion, l'intégrale du premier congrès sioniste en français, adapté à un auteur français avec les morceaux choisis des deuxième jusqu'au sixième congrès sioniste. À très vite.